Voilà donc quelques concept stores qui nous ont semblé intéressants et maintenant on a souhaité se dire bah tiens tout ce qu'on a il y a plein d'autres choses qu'on a vues et on s'est dit quel peut être l'intérêt, comment on peut le traduire nous d'un point de vue Altarea, quel usage on peut en avoir dans les centres commerciaux. Alors on donne ici quelques pistes pour ouvrir un peu la réflexion, mais en aucun cas là on dit il y a forcément des business models à succès, mais c'est juste des choses qui nous ont semblé intéressantes à réfléchir et à creuser. La première chose, c'est la capacité à combiner e-commerce et commerce physique pour avoir finalement un modèle gagnant et faire en sorte que 1 + 1 égale 3 et non pas 2. Là, on prend l'exemple de Made.com. Donc Made.com, c'est un pure player bien connu au Royaume-Uni qui a été créé en 2010 de mémoire. C'est une enseigne donc, de déco, d'ameublement, de l'ameublement de la maison, qui était jusque-là uniquement disponible sur Internet et qui vient de créer un showroom physique qui n'est pas simplement finalement la duplication de la promesse commerciale qu'ils font sur Internet, mais un vrai complément à cette promesse commerciale. En l'occurrence, le showroom présente une sélection des produits à disposition que l'on peut acheter sur le site Made.com, mais surtout présente l'intégralité des échantillons disponibles qui vont permettre de se rendre compte finalement physiquement quelle va être la texture du tissu que j'ai choisi pour mon fauteuil ou le rendu de telle matière que j'ai choisi pour ma table en bois. Donc c'est finalement la capacité dans une surface assez réduite de présenter l'exhaustivité du catalogue, puisqu'il y a des tablettes et des ordinateurs qui peuvent nous permettre de surfer sur Internet pour choisir la table ou le canapé qui va bien, et également l'ensemble des échantillons qui vont nous permettre d'avoir un aspect sensoriel pour se dire bah tiens oui ça m'intéresse ce tissu-là et je me rends compte concrètement de ce que ça va rendre dans mon intérieur chez moi. On pourrait imaginer que derrière ça soit couplé au logiciel dont on parle beaucoup en ce moment, de représentation visuelle finalement de ce que ça peut rendre dans un intérieur en réalité augmentée. Finalement, quel usage pour Altarea ? Et si demain, on se mettait à proposer des espaces showroom pour les pure players ? Aujourd'hui, on a des propositions commerciales qui sont totalement dédiées aux catégories de commerce qu'on connaît, mais les pure players, ceux qui ne vendent que sur Internet, on n'a pas de proposition particulière vis-à-vis d'eux. On voit que Made.com a fait ce saut-là. Il y en a probablement d'autres qui peuvent être intéressés parce qu'on le verra, il y a d'autres expériences qui vont également dans ce sens. Si demain on a des surfaces réduites avec des propositions de loyer qui soient adaptées, qui ne soient pas forcément réalisées sur du chiffre d'affaires, puisque on l'a vu, le commerce se fait en ligne sur ces acteurs-là, mais si demain on vend non pas un loyer mais une audience, si demain on est capable d'avoir des surfaces qui s'adaptent à ce type d'acteurs-là, ça peut être un relais de croissance qui peut éventuellement être intéressant. La deuxième partie qu'on voulait partager avec vous, c'est la nécessité de motiver le déplacement physique. C'est un des enjeux clés des centres commerciaux sur lesquels on travaille, et vous et nous, depuis maintenant quelques années. Et finalement, l'enjeu est ici de dire, et ça revient à la thématique dont je vous parlais tout à l'heure, qui était la personnalisation de l'expérience client. Aujourd'hui, on a eu des conférences de Stephen Joyce, le patron de Choice Hotel, et de Mark Spencer, qui disaient la différence, moi mon relais de croissance demain, c'est pas sur ma différenciation produit, mais c'est sur la différenciation de mon expérience client et sur ma capacité à pouvoir communiquer vers mes clients de manière spécifique et personnalisée, m'adresser à un tel en le connaissant et avec des propositions de valeur qui soient évidemment spécifiques. Mais derrière, au-delà de ça, c'est être capable de leur proposer le bon produit au bon moment et à la bonne personne.
Pour sous-tendre ça, il y a deux choses. Il y a le digital évidemment et il y a la donnée. Et la donnée client, on a eu une très belle conférence du patron de Westfield qui nous rassure finalement parce que on voit que ce qu'on a fait maintenant, il y a 2 ans sur Quartz, c'est ce que l'on déploie aujourd'hui sur Cap 3000, ce qu'on déploie à Toulon-la-Valette qui va ouvrir le 15 avril. Et finalement, à la fois dans l'air du temps, c'est bien, ça nous rassure, mais également un enjeu qui est partagé par le plus grand nombre. Et au-delà de ça, on s'est dit, finalement, ce qu'on a fait, on est loin d'être à la bourre, on est même plutôt en avance, ou sans dire qu'on est en avance, en tout cas, on est plutôt bien positionné. Par contre, ça pousse très fort derrière. C'est-à-dire que tout le monde se met là-dessus, tout le monde se met... aujourd'hui, l'enjeu, c'est comment je collecte de la donnée client et comment cette donnée client, je la rends intelligente et comment j'en tire de la valeur en matière d'exploitation commerciale, en matière d'exploitation et de communication. L'ensemble de la conférence qui était réalisée sur Westfield ne parlait que de ça, c'est-à-dire comment je collecte de la donnée, comment je suis capable de l'exploiter d'un point de vue communication et commercialisation, comment je suis capable, au-delà de ça, de réinventer la relation que j'ai avec mes enseignes, avec les preneurs, pour faire en sorte qu'on ne travaille pas chacun dans notre coin, avec le centre qui collecte ces données et qui l'exploite vis-à-vis des visiteurs, et puis chaque enseigne qui fait de même vis-à-vis de ses clients, mais comment finalement je partage un peu tout ça pour faire en sorte d'avoir une proposition de valeur beaucoup plus homogène vis-à-vis des visiteurs du centre, qui sont finalement également, évidemment, les clients des enseignes. Deuxième chose sur Westfield qui était intéressant. Alors, il n'y a pas que le digital dans la vie, c'est moi qui vous le dis en plus. En gros, on peut aussi attirer les gens dans les centres commerciaux par des expériences physiques. On a un très bon exemple à San Francisco. Dans le centre de San Francisco, il y a un centre commercial Westfield. Si vous allez au dernier étage, il y a un espace qui s'appelle Bespoke et qui est consacré aux startups et aux nouvelles technologies. Vous avez sur 3 étages des espaces de coworking et des bureaux en fait de start-up, donc qui sont là et qui vivent là. Il y a une chose qui est très intéressante, donc il y a un écosystème qui s'est créé au dernier étage du Westfield, du centre commercial, et il y a par exemple une zone de démo où les gens viennent, les créateurs de start-up viennent faire tester leurs produits en direct au public. Donc le public vient sur place et permet à la fois aux gens de tester en fait le produit, faire ce qu'on appelle le test and learn, c'est-à-dire en direct, demander aux gens ce qu'ils en pensent, améliorer le produit, améliorer l'expérience. Et d'un autre côté, ça permet au public du centre commercial de voir quelque chose qu'il ne voit jamais ailleurs. Par exemple, vous pourriez tester un casque de réalité virtuelle dans un endroit comme ça, ou un robot, on parlait de Pepper tout à l'heure, pourquoi pas aller le tester dans un endroit comme ça. On continue. Ah, tu veux expliquer d'abord ? Non, vas-y. Donc nos recommandations. Les premières recommandations, c'est celle de Florent. Poursuivre et amplifier le développement de la digital et de la data factory. On prêche, on prêche la bonne parole. Créer des outils collaboratifs et de partage des données avec les enseignes. Ça, c'est un véritable enjeu sur lequel on travaille beaucoup aujourd'hui, c'est de se dire il faut qu'on partage plus parce que l'un et l'autre, on a évidemment les mêmes ambitions et les mêmes objectifs vis-à-vis des clients. Et aujourd'hui, le succès va être notre capacité à mieux travailler, à avoir une relation beaucoup plus performante avec les preneurs. Et la dernière idée qui est un petit peu plus concrète, vous connaissez tous Sophia Antipolis, qui est une zone extrêmement dynamique dans le sud de la France, avec beaucoup de start-up et d'entreprises technologiques. Donc pourquoi pas créer des synergies entre Sophia Antipolis et Cap 3000, notre centre commercial. C'est un peu sur le modèle de ce qu'on a vu à Bespoke, à San Francisco. Alors, bois, pâté, digital et Beaujolais. On n'a pas trouvé mieux, c'est une idée de Maxime, pour ne pas le dénoncer. Alors ça veut dire quoi ? Qu'est-ce que ça veut dire ? En gros, on a visité avec Florent pas mal de lieux à New York et ils ont un concept de centre commercial qui est assez intéressant. Ils réunissent 3 choses. La première, c'est la qualité de la nourriture. La deuxième, c'est des décors qu'on va qualifier de authentiques,
autant faire que se peut. Et la troisième, c'est de vendre des produits dérivés. Donc en gros, l'idée, c'est que jusqu'à présent, plus ou moins, vous allez dans un centre commercial, vous faites ce que vous avez à y faire et vous partez. Là-bas, vous y allez pour passer un moment avec vos amis. Vous venez, vous buvez, vous allez manger du jambon, je sais pas, et ensuite vous allez rester un moment. Donc, c'est des lieux multi-expérientiels en fait. C'est de se dire, on peut aller dans un lieu et avoir envie de déguster les produits sur place, de les acheter, de vivre une expérience, d'avoir un événement. Italie est une parfaite concrétisation de ça. Ils ont notamment été primés au NRF Award de cette année pour cette capacité de réinvention d'une expérience physique proposée aux clients. Dans ces lieux-là, en effet, je vois à la fois l'envers du décor, je déjeune, je peux acheter, il y a des cours de cuisine, il se passe des événements, il se passe des choses. Bref, ce sont des lieux de vie. Ce sont les nouveaux concept stores d'aujourd'hui où on multiplie les expériences différentes dans une même thématique. Voilà. Si vous voulez pousser le concept un petit peu plus loin, à l'occasion de l'exposition universelle de Milan l'année dernière, il y a Coop Italia qui a développé un supermarché. Enfin, c'est un supermarché où tout ce qui est vendu est appuyé par des outils digitaux un petit peu innovants. Alors je vous donne 3 exemples. Le premier, c'est, vous voyez la dame au milieu, la dame blonde, qui va prendre ses pommes. Quand elle met la main en fait en dessous dans l'étal, sur l'écran que vous voyez au-dessus vont apparaître des informations sur la nourriture, sur les pommes par exemple. Donc ça va être la valeur nutritive, ça va être l'empreinte carbone, ça va être je ne sais plus, plein de choses. Une information sur la provenance, oui, voilà, le producteur. Une information sur la traçabilité, tout ce que vous pouvez imaginer sur la nourriture. Deuxième exemple, vous avez des bras motorisés que vous voyez là-bas en bas à droite, qui permettent de saisir les aliments. Et si vraiment vous voulez pousser très loin, ils font de l'impression en 3D des repas. Alors ça veut dire l'impression en 3D, bon personnellement j'ai pas testé donc je sais pas exactement quel goût ça peut avoir, mais en gros ils mettent dans des imprimantes 3D de la nourriture, des aliments, et ils mélangent tout ça et ils font des repas. Voilà. Donc notre recommandation, je pense que vous l'avez deviné, c'est de créer des espaces qui mêlent la restauration, l'authenticité et une expérience augmentée. Un petit retour sur le mobile, parce que ça fait longtemps qu'on n'en a pas parlé. Là, il y a 2 exemples qui nous ont semblé intéressants. Nous, on travaille beaucoup sur le mobile, avec plus ou moins de réussite. Alors, ce qui nous a beaucoup fait plaisir là-bas, c'est que beaucoup d'intervenants nous ont expliqué finalement, et c'est une culture très américaine, sur la bonne manière d'innover. Et de trouver justement des solutions à succès. Et évidemment, la première chose à faire, c'est d'échouer. Donc ça, c'est bien, ça rassure. Et ça montre qu'à un moment, nous, on travaille sur les applications des centres commerciaux et on a beaucoup de mal à trouver un usage très fort et très intéressant pour une application d'un centre commercial. On a eu plein de bonnes idées, on en a testé de nombreuses. Il y a des choses qui sur le papier apparaissent géniales et qui finalement dans la réalité sont très peu utilisées. Il y a des choses qui apparaissaient comme finalement assez classiques et qui sont le b.a.-ba de ce que le client veut utiliser. Et aujourd'hui, on vous donne ici 2 exemples on va dire de stratégies mobiles qui ont réussi. La première, c'est Starbucks qui réalise aujourd'hui 20% de ses ventes grâce au mobile, avec une application donc, qui permet finalement du click and collect, mais du click and collect plutôt bien fait, où depuis mon application, je peux voir le catalogue produit, je peux commander en ligne, je peux dire à quel moment je vais venir chercher ma commande, je peux payer en ligne. Et je peux évidemment avoir du reward, participer à un programme de fidélité pour être reconnu comme client et avoir des promotions vis-à-vis de la marque. Il y a 8 millions de consommateurs qui payent via leur mobile aux États-Unis sur cette application, c'est considérable. C'est un véritable avantage client. On le voit, elle est utilisée, mais parce qu'elle va simplifier ma vie, elle va me permettre de ne pas de précommander mes produits
de ne pas faire la queue comme tout le monde quand on est entre midi et 2 et que j'ai peu de temps pour aller profiter de mon cappuccino. Et par ailleurs, pour la marque, c'est une mine d'or d'informations en termes de connaissances clients, parce que je sais finalement que ceux qui consomment le cappuccino sont plutôt des clients de telle typologie, des hommes, des femmes qui ont tel âge, qui le consomment plutôt tel jour ou à telle heure. Donc ça me donne une connaissance énorme et une capacité à finalement designer des nouveaux produits et à mieux les commercialiser. Et par ailleurs, c'est évidemment une force de communication, puisque toutes ces personnes-là ont créé un compte, sont en interaction avec moi, et derrière, j'ai la capacité de leur pousser des offres, de leur pousser des promos et de les faire venir dans les Starbucks. Le deuxième exemple qui nous a vraiment interpellé, c'est Under Armour, qui a sorti il y a quelques années de ça une application sur la partie suivi des performances sportives, qu'on voit maintenant fleurir de tous les côtés avec tous les objets connectés, mais c'est typiquement la même chose, c'est-à-dire que sur l'application, je suis capable de voir combien de calories j'ai dépensé, combien de pas j'ai fait dans la journée, est-ce que j'ai bien dormi, est-ce que j'ai pas bien dormi, etc. Toute mon activité physique. Je suis capable également de me noter chaque jour, de dire comment je vais, est-ce que là je me sens bien, est-ce que là je me sens pas bien, et donc du coup d'avoir un espèce de suivi de ma forme vis-à-vis de cet outil-là. Alors on pourrait se dire individuellement, finalement, est-ce que ça marche, est-ce que ça a un intérêt, est-ce que ça n'a pas d'intérêt ? En fait, c'est ça qui m'a interpellé, moi, et heureusement que je l'ai vu marqué dans une conférence, sinon je me serais dit, j'ai dû rater un truc, j'ai mal compris l'anglais. Il y a 160 millions de personnes qui se sont inscrits à ce service-là dans le monde. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que Under Armour a la capacité de savoir, d'avoir des informations sur 160 millions de leurs clients. Par ailleurs, quand on s'inscrit, on a forcément acheté un produit de la marque. Donc ça veut dire qu'on sait si les personnes qui achètent tel type de basket ou tel type de produit font tel type ont tel type de comportement. Et par ailleurs, j'ai évidemment la capacité de communiquer avec 160 millions de mes clients et derrière d'avoir des offres et des propositions pour développer mon business. Donc, synthèse de ça, c'est oui, il faut optimiser l'expérience sur mobile parce que ça marche, ça m'apporte de la valeur en tant que marque, en termes de connaissances clients, en termes de communication. Il faut trouver le bon modèle pour l'application mobile, mais ça, je crois que tout le monde la cherche. Et finalement, application mobile, oui, mais si et seulement si j'arrive à trouver un usage. Il faut savoir que dans les études qui nous étaient données, 5 à 7 applications mobiles sont utilisées seulement par client. Donc, il faut réussir à émerger parmi le flot des applications qu'on a tous et toutes et faire partie des 5 à 7 applications qui seront utilisées par nos clients. C'est pas simple, mais quand ça fonctionne, on voit que ça peut apporter une vraie valeur ajoutée. Le dernier thème qu'on a retenu, c'est le thème de la personnalisation. Alors on a pris 2 exemples qui sont Muji au Japon et Tituti en Australie. Où en fait vous pouvez personnaliser, par exemple chez Muji, c'est des carnets avec des greeting cards et des tampons en couleur. Il y a l'effigie du pays de dessin. Et chez Tituti, c'est composer soi-même son thé. Je vais prendre un autre exemple qu'on connaît tous, c'est les canettes de Coca-Cola par exemple qui étaient à votre nom. C'est un concept qui marche très très bien et qui parle à tout le monde. En fait, tout le monde a envie d'avoir ses propres produits. Du coup, on s'est dit que ce serait bien de prolonger ce concept pourquoi pas en proposant de créer des Fab Labs dans les centres commerciaux. Alors pour ceux qui ne savent pas, un Fab Lab, c'est un lieu où on va mettre à votre disposition des outils que vous n'aurez pas chez vous. Donc tout le monde a chez lui des tournevis, une boîte à outils classique. Dans un Fab Lab, vous allez trouver un fer à souder, vous allez trouver une fraiseuse, vous allez trouver une imprimante 3D de grande taille, etc., etc. Donc vous pourrez fabriquer vos objets personnalisés. Il y a Carrefour en ce moment teste ce type de concept dans ces centres commerciaux, ça s'appelle My Design, et ils ont prévu de l'étendre à plus grande échelle plus tard, quand ils auront testé. Et à Hong Kong, il y avait un collectif d'artistes qui s'appelle K11, qui proposait aux gens de créer en fait leurs objets dans les centres commerciaux. Donc nous, on pense que c'est intéressant pour plusieurs raisons.
On peut penser que dans le futur, par exemple, je vous donne un exemple, moi j'ai une moto. Si dans le futur j'ai besoin de fabriquer une pièce parce que ma moto est en panne, plutôt que de l'acheter, je vais pouvoir aller télécharger le plan de la pièce sur internet et l'imprimer dans un Fab Lab. Ça c'est un premier exemple. Et le deuxième exemple, c'est plus un exemple dans le commerce, qui prouve que c'est pas forcément une mauvaise idée de faire ça. Il y a UPS qui est en train de créer en fait des centres d'impression 3D physiques dans plusieurs villes dans le monde, où vous pourrez vous-même aller fabriquer vos objets. Bon, si vous voulez vraiment aller plus loin, je pense que dans le futur, on pourra même pirater sur Internet. Comme on s'échange des films, on pourra s'échanger des plans de pièces ou des plans par exemple, de chaises design ou des plans d'objets que vous avez créés chez vous et se les envoyer les uns les autres et les fabriquer dans des Fab Labs. Pirater ou acheter? Oui, j'ai dit pirater, mais on peut acheter aussi. Voilà, donc notre recommandation, c'est de créer des Fab Labs dans les centres commerciaux parce qu'on pense que ça pourrait être intéressant pour nous. C'était cette slide. Et donc, des centres commerciaux, l'idée, c'est de se dire, finalement, on pourrait avoir des différentes typologies de Fab Lab qui soient différents en fonction du positionnement du centre. Sur un centre, par exemple, très orienté mode, textile, Cap 3000, etc., on pourrait avoir des Fab Labs autour de la personnalisation de produits textiles. On aurait acheté des produits dans les boutiques du centre et un Fab Lab permettrait de personnaliser, de floquer les produits, de les compléter, d'avoir un outil, d'avoir un espace qui permette de finalement sortir avec un produit que j'ai acheté dans un centre commercial, qui se démarque un peu de celui du voisin. On voit évidemment que ça fonctionne beaucoup. Et puis, par exemple, dans des centres d'équipement plus orientés, équipement de la personne, ameublement, etc., avoir des Fab Labs un peu plus autour de la construction ou de l'assemblage de différents produits que j'aurais pu acheter à droite, à gauche et qui m'évitent de le faire moi-même dans mon garage, si tant est que j'ai un garage. Et pour ceux qui n'en ont pas, évidemment, avoir tous les outils, conseils personnels, également rencontres entre les clients et les pairs pour faire en sorte de finaliser mon produit fini. Voilà un peu les quelques enseignements qu'on voulait partager avec vous aujourd'hui. On sera évidemment à votre disposition pour répondre à toutes vos questions. En gros, si on avait deux, trois choses à retenir, la première, ça serait ce qui nous a marqué, c'est que tout le monde était très orienté sur l'innovation. L'innovation, pas l'innovation au sens large, mais l'innovation au sens qu'est-ce que demain je peux faire de nouveau. Et aujourd'hui, le mot d'ordre, c'était innover ou mourir. Le patron de American Express nous disait aujourd'hui, si jamais je n'avais pas pris l'orientation du digital, mon business model serait mort. Et aujourd'hui, je suis nécessairement obligé de repenser mon modèle autour du paiement mobile et de la relation que je vais pouvoir avoir avec mes clients de manière 100% dématérialisée. La deuxième chose qui nous a marqué, c'est finalement la manière dont on devait envisager les choses. Et beaucoup nous disaient il faut être super pragmatique et il ne faut surtout pas avoir peur de l'échec. L'échec fait partie de la réussite. Tous ceux qui ont des success stories là se sont forcément plantés au moins 2 ou 3 fois. Et la dernière chose, c'est que, et l'autre chose plutôt, c'est que finalement, ils ont réussi à sortir ça de manière itérative. C'est-à-dire qu'ils ont été pas à pas, ils ont sorti une première version, ils en ont sorti une deuxième, ils l'ont fait évoluer, ils ont arrêté des fonctionnalités qui ne marchaient pas, ils en ont mis d'autres en testant. Bref, ça a été des choses très pragmatiques, très itératives, très pas à pas. Qui montre que finalement tous les outils, tous les nouveaux dispositifs qu'on est capable de proposer, entre se dire est-ce que je dois sortir le truc qui est 100%, qui répond 100% à ce que j'imagine faire dans 24 mois, ou est-ce que je commence dès maintenant avec un petit truc que je teste, que je mets dans les mains de mes clients,
Bespoke est exactement sur ça. C'est la capacité finalement à mettre très rapidement une start-up en face de ses clients pour se dire, bah tiens, client, regarde ce que je te propose, il y a une attractivité, t'es fan de nouveautés, bah regarde ça, est-ce que ça peut t'intéresser? Et avoir un retour direct finalement des clients pour la marque et être capable de se dire, ok, je suis dans la bonne direction. Ou alors là, je crois que je vais dans un mur, donc ça ne sert à rien d'attendre 24 mois pour m'en rendre compte. Je le vois tout de suite et je change tout de suite de direction. La troisième chose qu'on retient, c'est ce parcours physique et digital. C'est la digitalisation, oui, mais au profit du parcours physique. Comment je combine de manière efficace et complémentaire une proposition de valeur physique et une proposition de valeur digitale. Les deux sont différentes et les deux doivent être au service d'un même finalement client et d'une promesse globale. Et derrière ça, ce qui sous-tend tout ça, c'est la collecte de données et la capacité à exploiter ces données pour être capable de très rapidement comprendre, analyser, avoir des retours sur investissement et de pouvoir derrière de pouvoir animer la relation avec mes clients.